une transformation. Voilà ce que l'on peut ressentir à la vue de certaines œuvres. Un changement profond, intellectuel et émotionnel. Une évolution qui se fera tant par ce qui est raconté que par la manière de le raconter et des propositions esthétiques qui posent de nouveaux jalons artistiques. Et ça, c'est ce que proposait continuellement l'animation japonaise à la fin du XXe siècle. Des films, OAV et séries qui allaient marquer profondément une génération, et aujourd'hui, nous allons parler d'un de ses représentants les plus mythiques. Oh, soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Akira. 3 syllabes cultes pour un mot qui ouvre immédiatement tout un imaginaire. Akira, c'est le symbole absolu de ce que la Japanimation pouvait générer dans le cœur des enfants que nous étions dans les années 90. Même le mot en tant que tel, je trouve qu'il contient une puissance incroyable. Rien qu'à sa prononciation, il y a un truc qui s'éveille en nous. Intéressant quand on sait qu'Akira, en fonction des kanji utilisés pour l'écrire, peut traduire l'idée d'illumination ou de révélation. Une appellation incroyable pour une œuvre qui l'est tout autant, et dont j'avais envie de vous parler depuis longtemps. Et si j'ai décidé de m'y mettre aujourd'hui, c'est parce que le partenaire de notre vidéo va certainement intéresser les passionnés d'animation japonaise que vous êtes. Si vous kiffez Akira, vous connaissez peut-être les Héros de la Galaxie, une œuvre absolument culte au Japon, mais encore trop méconnue chez nous. Et si je vous en parle, c'est parce que notre partenaire, Maho Édition, lance enfin la toute première édition française du roman à l'origine de cette saga, dans son format initial. Le light novel. Et ça, c'est un vrai petit événement. Les Héros de la Galaxie, c'est une immense saga de space opéra déclinée en roman, manga OAV et animé. Elle oppose 2 génies militaires, Reinhard von Lohengrin et Yang Wen-li, sur fond de guerre interstellaire entre le Reich galactique et l'Alliance des planètes libres. Un récit mêlant politique, stratégie et philosophie, tout ce qui faisait le charme de l'animation japonaise des années 80-90. En gros, c'est pas juste des gros vaisseaux qui font piou-piou dans l'espace, même si, rassurez-vous, il y a aussi des gros vaisseaux qui se tirent dessus. Et le pire, c'est que, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de bien voir les Héros de la Galaxie. Quand j'étais gosse, c'était pas si simple de trouver des animés. Mais vers 2000 ou 2001, en zappant sur la chaîne Manga, par hasard, je suis tombé sur une bataille spatiale incroyable. Des vaisseaux au design de fou, des échanges de tirs à des distances absurdes. J'étais complètement subjugué. Ce mélange de calme presque clinique et de milliers de morts dans des explosions tragiques, ça m'a vraiment marqué. Et c'est un univers dont j'aimerais vraiment vous parler un jour, mais vous me connaissez, je refuse de traiter un sujet que je ne maîtrise pas. Et les Héros de la Galaxie, il y a tellement d'épisodes et d'adaptations que je savais pas par où commencer. Mais aujourd'hui, le problème est réglé. Grâce à Maho Édition, je vais enfin pouvoir découvrir les romans à l'origine de tout ça. Vous trouverez en description le lien vers leur campagne de prévente. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont soigné cette édition. Une nouvelle couverture signé par l'illustrateur japonais TMT, une traduction de Jean-Philippe Dubrul, qui a notamment travaillé sur Gundam et Psycho Pass, des illustrations inédites, ainsi que des éditions collector limitées, disponibles uniquement pendant cette campagne. Elle est ouverte jusqu'au 21 juillet, il y a tout ce qu'il faut en termes de packs pour vous faire plaisir. Perso, je me suis pris un petit pack collector. Alors citoyennes et citoyens, ne laissez pas passer cette occasion. C'est une œuvre qui mérite vraiment d'être découverte, et ce genre d'initiative unique au monde, portée par des passionnés en plus, ça mérite d'être soutenu. Et maintenant, on retourne à votre émission. Soyons clairs, Akira le film est un chef-d'œuvre, mais il est bon de rappeler qu'il s'agit d'une adaptation. À l'origine, il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Katsuhiro Otomo, très grand artiste que vous connaissez certainement pour son travail sur des créations aussi variées que Robot Carnival, Mani Mani, Rojin Z, Memories, Metropolis et évidemment Steam Boy. Autre aspect à connaître, le manga nous présente un récit beaucoup plus long. Le film est sorti alors qu'il n'était pas terminé, ça explique en partie cela, et Otomo étant aussi le réalisateur du film, il a choisi de proposer une histoire assez différente. En gros, le long métrage, il est assez similaire au tome 1, mais après pour les tomes suivants, il reprend quelques idées, il supprime ou bien il réduit grandement des personnages, et il propose une fin originale. J'aborderai pas le manga ici, clairement il mériterait un épisode à part entière, et puis même s'il est tout aussi exceptionnel, c'est bien le film qui est devenu culte, et la grande majorité des gens ne connaissent que cette réinterprétation. Ce n'est pas le travail d'adaptation qui m'intéresse aujourd'hui, non, j'avais tout simplement envie d'échanger avec vous sur les raisons qui font d'Akira un film merveilleux, mais aussi explorer avec vous une thématique du film dont j'ai le sentiment qu'elle est systématiquement oubliée lorsqu'on en parle. Mais tout d'abord pour les cancres au fond de la classe qui n'auraient pas vu le film, un rapide résumé. 1988. Une explosion d'une puissance inimaginable rase Tokyo et déclenche la Troisième Guerre mondiale. Mais pas le temps de s'attarder là-dessus, ellipse, et 31 ans plus tard, c'est sur les ruines de la ville qu'a poussé Neo Tokyo, une mégalopole cyberpunk futuriste rongée par la violence, la corruption et les tensions sociales.
Je vous présente Kaneda, chef d'un gang de motards qui occupent leur journée à parcourir les autoroutes de la ville et à se foutre sur la gueule avec des gangs rivaux. C'est d'ailleurs lors d'une de ces confrontations que son meilleur ami, Tetsuo, a un petit accident. Il percute un enfant qui a la pire skincare de l'histoire de l'humanité. L'enfant a survécu au choc. Étrange, surtout que l'armée, dirigée par le colonel Shikishima, débarque aussitôt et emmène Tetsuo sans trop se poser de questions sur les droits civiques des uns et des autres. Cyberpunk, je vous avais prévenu. À partir de là, nous suivrons plusieurs histoires en parallèle, celle de Tetsuo et celle de Kaneda, évidemment, mais aussi celle de nombreux personnages secondaires. Tetsuo, lui, se retrouve dans un laboratoire secret où l'on découvre qu'il possède des pouvoirs psychiques comparables à ceux d'un être légendaire nommé Akira, l'être responsable de la destruction de Tokyo des années auparavant. Et autant dire que c'était pas la meilleure personne pour hériter d'une telle puissance. Très vite, ses pouvoirs deviennent de plus en plus dangereux. Toute la colère et la frustration que Tetsuo nourrit depuis son enfance traumatisante remontent à la surface. Et pour ne rien arranger, il a toujours vécu dans l'ombre de Kaneda, ce qui est à l'origine d'une rancœur profonde envers son ami et un complexe d'infériorité. Héros idéal à un effondrement psychologique qui le mène vers un chemin délétère, celui de la destruction. Le faible devient le fort, trop fort. Pendant ce temps, Kaneda, lui, n'aura de cesse d'essayer de retrouver et de sauver son ami, notamment en rejoignant malgré lui un groupe de résistants dirigé par Kei, une jeune révolutionnaire. Tetsuo devient incontrôlable et déterminé à comprendre l'origine de ses capacités en partant à la recherche de ce fameux Akira. Il s'en prend aux militaires, aux scientifiques, aux groupes d'enfants fripés qui eux aussi ont les pouvoirs d'Akira, mais surtout il finit par s'enfuir du laboratoire et s'en prend à ses anciens amis, dont Kaneda. Au bout de nombreux événements dont je vous évite tous les détails, dans un Néo-Tokyo qui sombre dans le chaos, Tetsuo finit par découvrir où Akira repose, le futur stade olympique des JO de 2020. Occasion manquée parce que autant Otomo a eu le nez creux en devinant que Tokyo allait organiser les JO à cette date, bravo à lui, autant il n'avait pas prévu le Covid et le report d'1 an, c'est ballot. Mais la rencontre avec son mythique prédécesseur ne se passe pas comme il l'espérait. En effet, il est mort et a été disséqué en plusieurs parties afin d'éviter que son pouvoir destructeur ne s'éveille à nouveau. Par le biais du colonel, on en apprend un peu plus. Akira était en fait un enfant aux capacités incroyables, une nouvelle forme d'évolution de notre espèce que chacun possède à des degrés différents en soi. Un pouvoir que l'humanité n'est pas encore en capacité de contrôler. Tetsuo non plus. Ses capacités continuent de croître sans aucune limite. Et c'est lors de la confrontation finale entre les deux amis d'enfance que le corps de notre dieu en herbe lui échappe, fusionnant avec toute matière à sa portée et se transformant en une gigantesque masse organique, incontrôlable. Mais les trois enfants au pouvoir psychique ont un plan, faire revenir Akira. Ensemble, ils déclenchent une nouvelle singularité qui engloutit Tetsuo et détruit Néo-Tokyo. Mais plus qu'une destruction, il s'agit en fait d'une transcendance. Tetsuo, Akira et les enfants disparaissent en donnant naissance à un nouvel univers, tandis que Kaneda assiste impuissant à la fin de son ami tel qu'il l'a connu. Une fois le danger passé, les survivants partent dans les ruines de la ville et un nouvel être s'adresse à nous. Je suis Tetsuo. Akira fait partie de ces œuvres qui vous marquent à vie. Pour vous, le film a 35 ans et il impressionne toujours autant. Très peu d'animés de votre époque, pour ne pas dire aucun, ne présentent ce degré d'ambition et d'implication artistique. Tout est incroyable, c'est aussi simple que ça. La qualité de son animation, la richesse de sa mise en scène et surtout, une bande originale absolument unique. Grâce à un budget exceptionnel pour l'époque d'1 milliard de yens, Katsuhiro Otomo a pu réunir plusieurs centaines d'animateurs afin de produire un film d'une fluidité rarement vue jusque-là. Chez les personnages déjà, dont chaque mouvement et chaque geste sont soigneusement détaillés, dont les visages expriment une grande palette d'émotions. Cette sensation de réalisme et de présence physique, elle est renforcée par un choix créatif fort. Les dialogues ont été enregistrés avant l'animation, permettant aux animateurs d'ajuster précisément les mouvements des lèvres, des yeux et du visage aux performances des comédiens. Une technique qui était fréquente dans le cinéma d'animation occidental, mais rare au Japon. Une attention du détail qu'on retrouve également dans les objets, les véhicules, avec en fer de lance la célèbre moto de Kaneda, devenue culte. Elle penche dans les virages, les suspensions réagissent aux irrégularités de la route, et la vitesse est accentuée par une mise en scène extrêmement dynamique. Mais ce qui frappe tout autant, c'est le travail colossal réalisé sur les décors, et en particulier les représentations de la ville de Néo-Tokyo, qui est presque un personnage à part entière du film. Otomo imagine une mégalopole gigantesque, reconstruite après une catastrophe, où se mêlent autoroutes suspendues, gratte-ciels monumentaux, quartiers populaires délabrés et immenses zones industrielles. Chaque plan déborde de détails. Les façades sont couvertes d'enseignes lumineuses, les rues sont encombrées de véhicules, des câbles électriques ou des conduites titanesques envahissent les paysages urbains. Et la foule anime constamment les arrière-plans. Même lorsqu'aucun personnage principal n'est présent, Néo-Tokyo semble continuer à vivre.
La mise en scène aussi participe à cette impression de modernité parce qu'on sent qu'Otomo s'est inspiré du cinéma en prise de vue réelle. Travelling, panoramique, plan large, plan serré, jeu de lumière, symbolique. Le réalisateur multiplie les techniques pour favoriser la narration par l'image. L'action et les actions restent toujours parfaitement lisibles, même durant les séquences les plus spectaculaires, avec en apothéose, évidemment, la transformation finale de Tetsuo. Un moment devenu légendaire où le corps et les muscles gonflent, fusionnent avec l'inerte, la chair envahit l'écran, fascinant autant que dérangeant. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas parce que une œuvre vous dérange que c'est négatif, c'est le propre de l'art. En réalité, plus cela nous sort de notre zone de confort, mieux c'est. Et Akira réussit parfaitement dans l'exercice. Fascinant également, la manière de représenter les explosions gigantesques. Alors, ça c'est perso, mais j'ai toujours été fasciné par le style des déflagrations colossales dans la Japanimation. Bon, tout le monde le sait, les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont marqué la société japonaise, et notamment dans l'art. On ne compte donc plus les représentations d'explosions atomiques ou équivalentes dans leurs animés, et je trouve qu'ils ont sublimé ce type d'événement tragique. Il y a une vraie patte dans l'aspect graphique, le temps de calme juste avant, le sound design. Une perfection cathartique de l'horreur, en somme. Je m'en lasse pas. Je ferme la parenthèse. Autre aspect que j'aime particulièrement dans le film, c'est au niveau de sa rythmique. Des alternances de tempo et des contretemps qu'Otomo impose dans sa mise en scène et qui ont profondément influencé le cinéma mondial. Cela va passer par des changements d'ambiance radicaux, passant de la tension au calme, ou l'inverse, de moments suspendus, comme lorsque Tetsuo arrête un obus qui s'immobilise dans les airs avant d'exploser. Le montage lui-même devient une partition musicale qui nous ballotte de ci, de là, au gré des idées du réalisateur. Et on se laisse emporter par le flow. À ce niveau, c'était une première. Et sans ce film, il y en a plein d'autres qui n'auraient pas du tout eu la même gueule. Rien que dans la démarche, je pense à l'exceptionnel Redline, un fou du volant science-fictionnel surboosté, version japonaise, que je ne peux que vous conseiller de voir. Entièrement animé à la main, un travail titanesque pour un film à l'énergie folle. Tenez, je vais vous donner des devoirs pour une fois. Vraiment, regardez-le s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien faire une vidéo dessus à l'avenir. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous l'avez déjà vu et que ça vous intéresse. Et en parlant de musique, impossible de parler d'Akira sans aborder sa bande originale. Comme d'habitude, pour éviter les strikes, je ne peux pas utiliser les musiques, donc croyez-moi sur parole quand je vous dis mais qu'elles sont incroyables. Otomo, il avait une idée très précise, faire une musique futuriste, mais en utilisant des traditions musicales anciennes. Et pour ça, il a fait appel au Geino Yamashiro Gumi, un collectif hétéroclite qui rassemble des centaines de personnes de toutes les conditions sociales, journalistes, médecins, ingénieurs, étudiants, biologistes, artistes, etc. Le résultat est dingue. Ils ont mélangé chants bouddhistes, percussions japonaises et balinaises, des voix rituelles avec des synthétiseurs modernes. Il y a même une des compositions, je crois même que c'est ma préférée d'ailleurs. La mélodie, elle est faite par des respirations humaines intenses, comme celle de quelqu'un qui s'étoufferait. C'est animal, ça fait quelque chose au bide. C'est fou. Une philosophie qui, encore une fois, a fortement influencé de nombreux chefs-d'œuvre sortis plus tard. Je pense notamment à Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, avec le travail de Kenji Kawai, notamment sur la musique d'intro, Making of Cyborg. Ça donne une dimension mystique incroyable qui, en plus de participer à l'ambiance particulière du film, accompagne parfaitement son propos. On y arrive, le fond d'Akira. Ce film interroge notre rapport au pouvoir, à la société et à la science. Chacune de ces thématiques découle les unes des autres, notamment chez un personnage, Tetsuo. Plus il gagne en puissance, plus il perd son humanité. L'assouvissement de ses désirs les plus vils devient son seul objectif. Un pouvoir illimité entre les mains d'un individu incapable de maîtriser ses émotions, ce qui mène inévitablement à la catastrophe. On peut aussi penser à une métaphore de l'adolescence. Tetsuo, il voit son corps changer sans le comprendre, il souffre, il est traversé par des émotions incontrôlables, et il finit par perdre toute maîtrise de lui-même. Sa mutation finale, là, ce corps difforme et changeant, ça peut être vu comme une représentation extrême des angoisses liées à la puberté et à la perte de contrôle de son propre corps. Bon, après, je vous avoue que j'ai toujours trouvé cet axe d'analyse un petit peu facile, mais elle est cohérente avec la nature du personnage. Son comportement découle directement de sa situation sociale, toujours en dessous de Kaneda. Il a eu toute sa vie le rôle de celui qu'il faut protéger, que l'on sous-estime, un mal-être qui le pousse à vouloir inverser ce rapport de domination à tout prix. Et lorsqu'il se sent utilisé par les scientifiques, insensibles à ses besoins et opinions, aveuglé par leur soif de connaissance, qu'il étudie sans lui demander son avis, c'est la goutte d'eau. Qu'avez-vous fait? Plus que sa puissance, c'est sa manière de s'en servir qui est signifiante. Elle témoigne d'un véritable mal-être qui a amené à une certaine faiblesse morale. Un adolescent frustré qui prend sa revanche sur un monde qui l'a constamment humilié avec un événement fondateur, un abandon total par les adultes.
C'est là pour moi le point central du propos d'Akira. Alors évidemment, les maux de ce monde viennent de la soif de pouvoir et d'une science sans contrôle. Et science sans conscience égale science de l'inconscience, disait l'autre. Mais tout cela ne sont que les conséquences d'une réalité plus profonde. Une démission totale de celles et ceux qui devaient prendre leurs responsabilités, les adultes. Violents, séniles, aveuglés, faibles et surtout complètement irresponsables. Les politiciens sont corrompus, les scientifiques irréfléchis, les parents démissionnaires, l'armée agit dans le secret et la police répond aux tensions sociales par la violence. Le film nous montre une génération entière incapable de gérer les problèmes du monde et pire, de donner un cadre à ceux qui en payent le prix, la jeunesse. De fait, il n'y a aucun avenir possible. Même symboliquement, Otomo nous montre à quel point les adultes sont hors sol. Par exemple, le bureau du proviseur du lycée, propre, ornementé de diplômes, récompenses et trophées, alors que l'établissement est dans un état de décrépitude avancée. Ces ornements témoignent d'un passé glorieux que l'on utilise comme refuge, comme si le reste n'existait pas. Les adultes se complaisent là-dedans et dans la position dominante qui leur est accordée, sans aucune considération pour les changements du monde, changements dont les héros du film sont les produits, tout autant que les victimes. Un seul personnage majeur est positif dans le film, le colonel. Il est le seul à assumer ses choix, ses succès, comme ses erreurs. Mieux, en tant que soldat, il est le seul à assumer les erreurs des autres, les décisions de politiciens véreux ou de scientifiques immoraux avec lesquels il n'était pas d'accord. Il est aussi le seul à vouloir réellement protéger les enfants. Et vers la fin, lorsque trop c'est trop, il décide de prendre le contrôle, afin d'essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Le colonel est un homme capable. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est le seul de sa génération à survivre à la fin du film. Dans Akira, s'il y a bien des innocents qui payent le prix ultime, ce n'est pas systématique. Ce qu'il est, par contre, c'est que les coupables, eux, finissent toujours par recevoir un retour de flamme. Et face à tout cela, quelle solution reste-t-il à nos jeunes héros pour pouvoir exister, ou tout du moins survivre? Une seule, l'amitié. C'est là pour moi l'aspect trop peu mis en avant lorsque l'on parle de cette œuvre culte. Akira est profondément un récit sur l'amitié. Tout ce qui est positif dans ce film provient de liens amicaux. Kaneda qui prend la défense de Tetsuo à son arrivée à l'orphelinat, l'entraide qu'il existe entre les membres de leur gang, la connexion que les trois enfants ont entre eux, une connexion qui date de l'époque où ils étaient eux-mêmes des cobayes avec Akira, une période où l'on entreaperçoit le soutien et l'amour qu'ils se portent tous. Alors oui, rien n'est jamais parfait, notamment dans les relations au sein du gang de motards, et particulièrement l'amitié entre Kaneda et Tetsuo. Kaneda! Oh, très bien, réglons ça une bonne fois pour toutes! Hautement dysfonctionnel. Mais pouvait-il en être autrement? Dans un monde sans règles ni repères, ces jeunes gens font ce qu'ils peuvent avec les armes qu'ils ont. Et je parle ici d'intelligence émotionnelle. Oui, il est vrai que le gang se moque de Tetsuo régulièrement. Hé Tetsuo, tu tiens plus sur ta bécane! Mais il y a une limite à tout. Lorsque la situation devient grave, c'est là que la force des liens s'exprime. Plus personne ne se moque de Tetsuo lorsqu'il est au sol, blessé après l'accident. Lorsqu'on l'enlève, Kaneda fera tout pour le retrouver. Et puis, l'événement final. Alors que juste auparavant, les deux amis ont essayé de s'entretuer dans un combat acharné, Kaneda dépose malgré tout les armes et se précipite pour secourir son ami lorsqu'il voit celui-ci terrifié par ce qui lui arrive et qu'il le supplie de le sauver. Il n'hésite pas une seconde. Là, c'est là que se trouve la vérité des relations humaines. Elles ne sont jamais parfaites. On ne se comprend pas et on se fait du mal, des fois sans même le vouloir. Il nous arrive d'être jaloux, frustrés, amers, mais lorsque le cri déchirant d'un ami nous appelle à l'aide, ce qu'il reste, ce ne sont pas les vieilles rancœurs, mais les moments joyeux que l'on a partagés ou les douleurs qui nous ont unis pour l'éternité. À ce moment-là, tout est oublié et on se précipite pour tendre la main. Et l'acte ultime d'Akira, ce sont les trois enfants qui se sacrifient ensemble d'un commun accord en rentrant dans le nouvel univers créé par Tetsuo sans aucune possibilité d'en revenir. Un acte héroïque afin de sauver Kaneda, un garçon qu'ils connaissent à peine mais qui a mérité par son abnégation et son humanité, même imparfaite, de survivre. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez surtout pas à foncer voir Akira si vous ne l'avez jamais vu, vous en ressortirez transfiguré. Et pour les autres, n'hésitez pas à le revoir, ça fait toujours du bien. N'oubliez pas que la campagne de notre jeu vidéo, Nexus 6 Get Funky Deliver Die, est toujours en cours, c'est bientôt la fin, il y a des super goodies comme ce Godmiché à mon effigie, donc si ça vous intéresse, foncez, et merci pour votre soutien. Mais aussi, et ça c'est hyper rapide, n'hésitez pas à ajouter le jeu dans votre wishlist Steam, ça serait super sympa de votre part, et c'est hyper important pour nous. Suivez Nexus 6 et Slexno sur Twitch en masse, abonnez-vous, partagez et boostez cette vidéo, cela est sur vous, et à très bientôt sur Nexus 6. Ciao.